manière générale, oscille-t-il entre voile et nudité? Pourquoi et comment oscille-t-il entre virginité et sexualité? Pourquoi et comment oscille-t-il entre plaisir et obéissance? Et puis, une fois que j'aurai proposé et esquissé quelques réponses, je conclurai par par poser la question, quelle sexualité pour le Maroc, pour les femmes? Comment la concevoir? Que nous faut-il au Maroc? Bien sûr, pour répondre aux questions que j'ai posées, il faut se référer à des sources. Et les sources sont rares. Au Maroc, les études sur la sexualité sont rares. On peut les compter, comme on dit, sur le bout des doigts. Pour moi, la raison est simple. C'est mon hypothèse que je propose. Les études sexuelles au Maroc sont politiquement dérangeantes, dans la mesure où il y a des normes, il y a un standard islamique dominant. La sexualité doit obéir à deux normes référentielles. Elle doit être conjugale et hétérosexuelle. C'est le devoir-être de la sexualité en pays islamique. Mais quand on fait des études, même sans les faire, à vue d'œil, on voit que les comportements sexuels des Marocains sont loin de pouvoir être réduits à ces deux cadres-là. Il y a des choses qui dévient, qui débordent. Et du coup, ces découvertes scientifiques, entre guillemets, qui sont établies par les études, dérangent le pouvoir politique parce que ces résultats sont exploités par les fondamentalistes, par les islamistes notamment, pour dire que le pouvoir marocain, qui se dit musulman, est incapable de faire appliquer la loi islamique en la matière. Et du coup, ce pouvoir est religieusement délégitimé. Or, nous savons que ce pouvoir a un fondement religieux, principalement, plus que démocratique. Donc, s'il est religieusement délégitimé, il sera par conséquent politiquement délégitimé. Et du coup, les études sur la sexualité ne sont pas du tout encouragées et ne sont pas les bienvenues. Bien entendu, il y a quelques études institutionnelles commandées par la santé, par exemple. J'ai fait des consultations, mais il y a deux entrées pour étudier la sexualité du point de vue des institutions de l'État. La contraception, puis le risque VIH. Ce sont là deux prétextes qui permettent à certains chercheurs de faire des études sur le terrain. Bien sûr, à l'université, on a débordé un peu, on fait également des études sur le plaisir, sur la sécularisation de la sexualité, on va y revenir, sur la perception sociale du dysfonctionnement sexuel, etc. Mais toujours est-il que les études qui sont là ne sont pas comparables entre elles, de par les techniques qui sont différentes, de par la taille des échantillons, de par la représentativité des échantillons, de par la date et le lieu, etc. Et du coup, une première conclusion, très simple, mais choquante en quelque sorte, choquante pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc, mais au Maroc, les études sont faibles, la recherche est faible. Il est impossible, au Maroc, aujourd'hui, d'établir une évolution chiffrée de la sexualité au Maroc, par défaut de données, par défaut d'études. Alors, permettez-moi de commencer par présenter quelques articles du Code pénal marocain, très significatifs, qui vont nous mettre un petit peu dans l'ambiance. L'article 483, qui
condamne l'atteinte à la pudeur. Qu'est-ce qu'il dit cet article? Quiconque, par son état de nullité volontaire ou par l'obscénité de ses gestes ou de ses actes, commet un outrage public à la pudeur est puni d'emprisonnement d'1 mois à 2 ans et d'une amende. L'outrage est considéré comme public dès que le fait qui le constitue a été commis en présence d'un ou plusieurs témoins involontaires aux mineurs de 18 ans ou dans un lieu accessible au regard du public. Cet article a été mis récemment en exécution à l'occasion d'un baiser entre 2 adolescents publié sur Facebook. Je suppose que vous avez suivi l'affaire, donc c'est au nom de cet article-là que ces 2 adolescents ont été écroués, libérés en attente de jugement pour le moment. Autre article, 429, qui incrimine l'homosexualité masculine et féminine, de 6 mois à 30 ans de prison. L'article 420 incrimine ce qu'on appelle la débauche. La débauche, c'est un rapport sexuel entre 2 célibataires, entre un jeune garçon et une jeune fille célibataire. Et puis, l'article 411 qui incrimine l'adultère, une relation où un des 2 partenaires, où les 2 sont mariés, de 1 à 2 ans de prison. Il y a d'autres articles, mais je préfère juste vous donner une idée un petit peu de l'ambiance juridique qui règne. Au niveau donc, du juridique, il y a répression. Du moins sur le plan des textes. Je dis bien sur le plan des textes. Quant à leur application, on verra par la suite. Ce code pénal est positif. Positif dans le sens où ce n'est pas la loi islamique, c'est un code pénal qui a été établi par des juristes, français notamment, en 1962. Mais ce code pénal, tout en étant positif, il est islamiquement correct, dans la mesure où il défend des normes islamo-patriarcales, celles que j'ai citées tout à l'heure au début, la norme de la conjugalité, le mariage est un ordre public, le mariage c'est un ordre public, et puis l'hétéronormativité. Être hétérosexuel, c'est être sexuellement correct. Alors, à travers ces 2 normes, on vise 2 objectifs fondamentaux. L'échange des femmes. Les femmes sont échangées. Vous connaissez cette thèse de Lévi-Strauss qui s'applique aussi au Maroc. La femme est échangée entre un père qui donne sa fille à un mari. Le père, c'est le tuteur. Pas de mariage sans tuteur. Et puis, notre objectif, c'est le contrôle de l'hymen et de l'utérus. Ce sont 2 organes fondamentaux dans le corps féminin qui ne sont pas laissés libres. Ils sont contrôlés. On va voir comment ils sont contrôlés au fur et à mesure que j'avance dans cette présentation-là. Alors, on va voir qu'ils sont contrôlés d'abord grâce au voile. Pourquoi le voile? Il y a une définition du corps féminin. Le corps féminin comme awra, c'est un mot arabe. Et la awra signifie le sexe. Elle renvoie au sexe. Et en même temps, ce n'est pas le mot qui est utilisé dans le Coran. Le mot qui est utilisé, c'est le mot saou'a. Saou'a. Il faut que Ève et Adam cachent leur saou'a, leur sexe, leur mauvaise chose. Et cette mauvaise chose est appelée linguistiquement awra. Donc le sexe, c'est une partie honteuse, c'est à cacher. Or, il y a un hadith, un dire du prophète, qui dit que la femme, ce n'est pas seulement son vagin qui est awra,
La femme est tout entière awra. La femme est tout entière sexe. Et si elle sort de chez elle, le diable la guide. Elle n'est le plus près de Dieu que quand elle reste au fin fond de sa maison. Donc la femme, elle est entièrement sexe. Elle est entièrement awra. Elle est entièrement mauvaise chose. Et cette femme sexe, bien sûr, elle va créer le désir, elle va créer la séduction, elle va détourner les hommes de la crainte et de l'adoration de Dieu. Elle va créer le chaos social. Alors, comment éviter ça? Avant déjà, donc, la femme est créatrice de désir, mais elle-même, elle est définie comme désir. Dans le Coran, on trouve cette Zulikha, la tentatrice du prophète Youssef. Elle le veut, elle le désire, elle ruse pour l'avoir, elle n'arrive pas à dompter son désir et son intelligence, sa ruse maléfique est mise au service de son désir. Et un juriste, Ibn Jawziya, dit que le corps féminin est habité par 99 désirs. Par contre, l'homme n'est habité que par un seul désir. Et la femme, c'est donc la flèche du démon. Dans le discours érotologique, tous ces manuels qui ont été écrits à partir du IIIe siècle de l'Égypte, au IXe siècle, qui montrent comment faire l'amour, ces livres, ces manuels montrent que la femme a une capacité orgastique illimitée. Elle est sexuellement insatiable. Et l'homme, avec son pénis, est vraiment ridicule devant ce désir immense, intense et illimité. Il a besoin tout le temps d'aphrodisiaque. Donc ce corps féminin, il est craint. Il est craint, il fait peur. Et du coup, il faut le dompter. Il faut le contrôler. Un corps féminin a dompté par l'orgasme d'abord. Il faut faire jouir ce corps. L'épouse a le droit à la jouissance, à l'orgasme. C'est peut-être la première religion monothéiste qui reconnaît à l'épouse ce droit à la jouissance, sans aucun sentiment de culpabilité. Mais ce n'est pas vraiment pour les beaux yeux de l'épouse. Il me semble que l'orgasme féminin a des fonctions bien précises. Il est la condition de l'accord entre les époux. Il crée l'affection entre les époux. Il garantit la fidélité de l'épouse. En satisfaisant sexuellement l'épouse, cette épouse est transformée en forteresse imprenable, qui n'est jamais tentée par l'adultère. Une épouse insatisfaite est tentée par l'adultère, ce n'est pas une forteresse. Donc il faut construire son épouse comme une forteresse, et ce, par le biais de la jouissance sexuelle. Et puis, en étant fidèle, en ayant une épouse fidèle, parce que satisfaite sexuellement, vous êtes sûr d'être le père. Un père a toujours des doutes quant à sa paternité. Jamais une mère. La mère est toujours sûre d'être la mère. Le père a des doutes, des craintes. Donc, pour être sûr, entre guillemets, il faut dompter, il faut satisfaire l'épouse, comme quoi la filiation, elle est correcte, elle est pure, et vous transmettez vos biens à vos enfants, à vos véritables enfants. Donc, voilà un petit peu à quoi l'orgasme sert. Il sert à dompter l'épouse. Il a des fonctions sociales et juridiques. Mais avant d'arriver à l'orgasme, ce corps est à dompter aussi par le voile. Ce corps aura, ce corps désir, ce corps dangereux, il faut le neutraliser sexuellement dans l'espace public. Il faut que ce corps
soit neutre, soit invisible, et on le rend invisible par le biais d'un voilement total. C'est un corps qui est à cacher entièrement, parce qu'il est entièrement awra. Et on a eu deux formes de voilement traditionnel au Maroc, le haïk et la djellaba. Voilà des photos. Les deux premières montrent le haïk, qui a existé jusqu'aux années 1940 tout seul. Et puis à partir des années 1940, on est passé aussi à la djellaba. Voilà un petit peu les deux formes du haïk marocain, du voile total marocain. Donc jusqu'aux années 40, l'ensemble des femmes marocaines en ville sortaient avec le haïk, les deux premières photos. La djellaba, les deux photos qui sont en dessous, la djellaba devient un habit féminin sous l'impulsion des nationalistes marocains, pour dire que la femme, elle est l'égale de l'homme, elle porte le même habit que l'homme. La djellaba était un habit uniquement et exclusivement masculin. À la fin des années 1950, après l'indépendance, des femmes citadines, bourgeoises, commencent à porter des habits européens, tailleur ou robe. Alors quand une femme marocaine sortait habillée à l'européenne dans la rue, on disait qu'elle sort nue. Bien sûr, elle a un tailleur, elle a une jupe, une robe, mais on dit qu'elle sort nue, parce qu'elle est visible. Ne pas sortir nue, c'est mettre un haïk ou bien une djellaba. Alors le dévoilement, en fait, a commencé en 1947. C'est le roi Mohamed V qui a fait un discours à Tanger et qui était accompagné par sa fille aînée, Aïcha, dévoilée. La première femme marocaine qui apparaît en public dévoilée. En 1952, Alaa El-Fassi, un grand nationaliste, fondateur du parti l'Istiqlal, il défendait au nom de la charia, au nom de la loi divine, le dévoilement de la femme musulmane, en écrivant que la femme voilée n'est pas moins exposée que la femme dévoilée au risque de la débauche. Donc le voile, c'est une muselière qui est censée empêcher la femme de mordre, de tomber dans la débauche. Mais en fait, elle a facile dit au contraire, le voile peut l'aider à passer inaperçu, à circuler librement dans la Médina, à aller là où elle veut, sans qu'elle soit reconnue. À partir des années 60, il y a accès du Maroc à la modernité, à la mixité et au dévoilement. Et là, c'est le sort des mini-jupes, principalement des mini-jupes. Là, je vous montre une photo de la famille royale à la fin des années 50. Il y a le roi Mohamed V, puis Hassan II, son frère, le prince Abdallah, et puis les filles du roi. Tous habillés de manière moderne et occidentale. C'est vraiment un modèle qui va être suivi. Bien sûr, suivi de haut en bas. Ça commence, les modes, ça atteint d'abord les élites. Donc, le royal, c'est vraiment l'élite de l'élite. C'est elle qui donne l'exemple à suivre. Donc voilà le visage des dévoilements féminins. C'est des photos que j'ai prises moi-même, des jeunes filles. Vous voyez, on ne dirait pas des Marocaines à Casablanca ou à Rabat. Des femmes qui font de la gym, en body, une femme sur une moto. On se croirait à Bruxelles facilement, sans problème. Plus loin encore, les limites de la pudeur sont de plus en plus extensibles. Alors, des filles casablancaises, habillées serrées, des jeunes femmes qui bronzent dans une plage,
puis des boîtes, des spectacles, presque, pas du striptease, mais des spectacles à Casablanca, où l'on s'amuse, où l'on fait la fête. Voilà. Et puis, il y a le retour du voile à partir des années 1980. Et ce retour au voile a au moins 6 significations à mon sens, que j'ai développé dans un article que j'ai écrit il y a 5 ans. Le retour du voile peut signifier l'approche d'une lecture littérale et rigoriste des textes sacrés. C'est une lecture qui dit que le voile est une obligation religieuse. Or, c'est une question qui n'est pas tranchée. Nous avons des juristes, des ulémas, ils ne sont pas d'accord. Certains disent que c'est une obligation, d'autres qui disent non, ce n'est pas une obligation. Mais à partir des années 80, c'est la lecture dure qui prévaut. Autre sens possible, porter un voile, un foulard, une djellaba, ça peut occulter seulement la misère, la pauvreté. Le voile est un cache-misère. Beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes filles mettent le voile parce qu'elles n'arrivent pas financièrement à s'acheter des habits modernes qui sont plus chers. On va aller chez le coiffeur et puis donc là, il y a une incapacité financière de s'habiller à l'occidental. Et dans ce cas-là, le voile est un cache-misère, parfois un cache-laideur, tout simplement. Troisième sens possible, c'est un moyen de soumettre, quand on oblige les femmes, les jeunes filles et les femmes à mettre un voile, c'est un moyen de les soumettre parce qu'on voit qu'elles sont tentées par l'égalitarisme moderne des sexes. Donc on leur dit, on les rappelle à l'ordre. Leur faire porter un voile, c'est les ramener à l'ordre. Pour des militantes islamistes, porter un voile, c'est un combat idéologique, vestimentaire contre l'Occident. Le combat contre l'Occident, c'est pas seulement les bons, c'est pas seulement dire non à l'Occident, mais c'est aussi ne pas porter les habits de l'Occident, c'est porter des habits autres, différents. Le voile peut être le signe et le symbole de l'émergence d'un féminisme islamique spécifique, basé sur les notions de l'identité et de la spécificité. Féministe et musulmane à la fois, en portant un voile, en étant différentes. Et le voile, au lieu de chosifier la jeune fille ou la jeune femme prétend qu'elle se présente dans le public, en public, pas comme corps, pas comme chose, pas comme objet. Ne voyez pas mon corps je le cache. Regardez ce que je suis, mes diplômes, mon intelligence, etc. Donc c'est une sorte de féminisme islamique, islamisé, qui se signe ainsi à partir et à travers un voile. Une dernière lecture possible, le voile pourrait être l'insigne d'une voie soufie, d'un cheminement spirituel qu'on peut trouver chez quelques femmes dans certaines confréries. Voilà les visages du voile, du néo-voile, si je puis dire. C'est en fait un foulard avec une